Val de Loire en direct se poursuit l'heure de votre JT présenté ce soir par Hélène Chaplet. Bonsoir Hélène. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Juste avant les titres, un point sur votre météo de demain. Après une matinée brumeuse, de belles éclaircies sont attendues au cours de l'après-midi. Dans nos deux départements, des températures en légère baisse. La minimale sera de -1 degré demain matin et la maximale de 5 degrés. À la une de ce journal, le protoxyde d'azote, nouveau fléau de la jeunesse. Il y a 2 jours, une jeune fille de 17 ans est morte d'une overdose de ce gaz hilarant chez elle à Roubaix. Quelques jours plus tôt, un jeune de 19 ans était mortellement percuté par un chauffard sous protoxyde d'azote à Lille. Ces cartouches ou bouteilles de gaz, on les retrouve désormais partout, même sur l'autoroute. Exemple concret avec les agents de Vinci Autoroute dans ce JT. Le tabac, c'est tabou. On en viendra tous à bout. À l'occasion de la 10e édition du Mois sans tabac, nous vous donnerons quelques conseils pour essayer de rompre avec la cigarette. Avec 75 000 décès par an, le tabagisme reste la première cause de mortalité évitable en France. Les gradins du stade de la Vallée du Cher devraient être bien remplis dimanche 30 novembre à l'occasion de la réception du leader de la Ligue 2. Les footballeurs tourangeaux devront battre les Stacks pour espérer continuer l'aventure en Coupe de France. Alors comment s'organise la formation au sein du nouveau club de l'UFT? La réponse en fin de JT. Et puis notre question du soir dans notre rubrique On vous répond. Comment lutter contre la précarité énergétique? On s'intéressera à cette question avec Isabelle Serrault, coordinatrice du programme Slim, qui sera sur notre plateau à la fin de ce journal. Mais d'abord, Hélène, un jeune de moins de 35 ans sur 10 a déjà consommé du protoxyde d'azote lors d'une soirée entre amis. Et parmi eux, 1 sur 2 en a pris en conduisant. C'est le constat dressé par la Fondation Vinci Autoroute. Le protoxyde d'azote, c'est ce gaz utilisé en cuisine et consommé de manière détournée pour un usage récréatif. Il est indétectable lors des contrôles, sauf qu'il produit une désorientation, des troubles de la coordination, voire même une perte de connaissance. Rien de bon quand on est au volant. Pourtant, il n'est pas rare de retrouver des cartouches de ce produit sur les aires d'autoroute et les voies de circulation. Confirmation dans ce reportage d'Arnaud Potier. Chaque matin, Max, agent autoroutier, se prépare pour sa patrouille à bord de sa camionnette. Depuis quelques mois, il croise sur les bords d'autoroute des obstacles d'un nouveau genre, des bonbonnes de protoxyde d'azote. À chaque ramassage, le danger est bien réel. Sur la voie ou sur la bande d'arrêt d'urgence, Max n'est jamais à l'abri, surtout quand les automobilistes ne respectent pas le corridor de sécurité. Sa mission, éviter que ces objets finissent sous les roues des conducteurs. Le risque pour les usagers, pour nos clients, c'est-à-dire qu'en fait, quand ils voient une bonbonne, non seulement ils ne savent pas ce que c'est, ils pensent que c'est un objet et ils pourraient se déporter pour l'éviter. Et donc, il y a des risques d'accident. Mais le risque ne se limite pas aux agents routiers et aux automobilistes. Pour les consommateurs de ce gaz hilarant, les conséquences peuvent être bien plus graves. 45 secondes de fou rire et ensuite les vertiges, les troubles visuels et parfois même le malaise. Autant de symptômes incompatibles avec la conduite. Pourtant, un jeune sur 20 avoue en consommer avant ou pendant qu'il conduit. Le message ici est clair, il faut sensibiliser. Aujourd'hui, c'est clairement un produit qui est sorti de son usage normal, c'est un usage normalement professionnel. Et l'idée, c'est d'expliquer que ce n'est pas du tout anodin. Il y a des risques déjà à court terme. Sur une seule consommation, on peut même aussi être victime de lésions importantes. Il y a beaucoup de jeunes qui sont à l'hôpital pour avoir consommé une seule fois ce protoxyde d'azote. Et l'idée, c'est une prise de conscience générale. En 2024, sur le réseau Vinci Autoroute, 1,5 tonne de bonbonnes vides a été ramassée. Un chiffre qui devrait, cette année encore, grimper en flèche. En 10 ans, le nombre de fumeurs quotidiens a diminué de 4 millions, une baisse historique constatée en 2024 par Santé publique France. Et malgré cette dynamique encourageante, le tabagisme reste 2 fois plus fréquent chez les ouvriers que chez les cadres et 3 fois plus élevé chez les personnes en difficulté financière. Être accompagné pour arrêter de fumer augmente les chances de réussite. Avant d'en parler avec notre invité du jour, voyez ce reportage de Lucas Chopin. Le mois sans tabac, c'est aussi un mois de réflexion. Avez-vous déjà pensé à arrêter de fumer? J'ai essayé, je n'ai pas réussi. Vous avez essayé? Ouais. Et vous comptez réessayer? Oui, carrément. Si jamais je sens la moindre gêne, je peux arrêter du jour au lendemain. Ah oui, vous croyez? Ah oui, non, je crois pas, je l'ai déjà fait, quoi. Ouais, mais la volonté, il faut de la volonté, tout simplement. Mais ouais, sinon c'est très dur. Un jour peut-être, quand le courage sera là. Comme pour toute addiction, il est conseillé aux fumeurs de se faire accompagner pour cesser la cigarette.
Les chiffres à ce sujet sont d'ailleurs éloquents. Un patient qui suit un traitement de substitution comme des patchs double ses chances d'arrêter de fumer. L'accompagnement par un professionnel de santé, lui, augmente les chances de réussite de 50 à 70%. À l'hôpital, le suivi par un tabacologue est remboursé. À Bretonneau, à Tours, le service dédié est même composé de sophrologues et de diététiciens. Les séances sont elles aussi gratuites. Tout est fait pour coller au mieux aux attentes des futurs anciens fumeurs. Nous, on est là pour aiguiller, guider le patient, mais il va être vraiment acteur de son changement à son rythme. Donc s'il doit enlever une cigarette par mois et qu'on va mettre 12 mois à enlever ses cigarettes, on le fera. S'il a envie d'arrêter dès le lendemain, on le fera aussi. Voilà, c'est le patient qui en tout cas décide de son changement, de ce qu'il souhaite faire, et on l'accompagne dans son sens toujours avec toute, bien évidemment, notre bienveillance et notre écoute et sans jugement à aucun moment. Pour trouver de l'aide, les fumeurs peuvent aussi se rendre sur le site de Tabac Info Service. En 2024 seulement, 18% des 18-75 ans fumaient quotidiennement. Ils étaient 25% 3 ans plus tôt. Les fumeurs sont donc de moins en moins nombreux. À l'occasion de la 10e édition du Mois sans tabac, on revient sur ce phénomène de société avec notre invité du jour. Priscilla Joubert, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc ambassadrice du Mois sans tabac au sein de la région Centre-Val de Loire. Qu'est-ce qui explique d'abord cette baisse historique? Est-ce que c'est le prix du paquet? Est-ce que c'est le report vers la vapoteuse? Alors, il y a plusieurs facteurs qui vont expliquer cette baisse historique. Le premier, ça va être justement le dispositif du Mois sans tabac. Vous jetez des fleurs, là. Alors, on y va. Je ne nous jette pas des fleurs, justement, la prévention, ça fonctionne et le dispositif le démontre. Maintenir justement 30 jours d'arrêt, c'est 5 fois plus de chances de maintenir son arrêt sur du long terme. Donc la prévention, c'est justement expliquer aux fumeurs que c'est possible, qu'on peut y arriver. Et associer à un dispositif justement avec des professionnels de santé qui vont aller vers les personnes, ça participe justement à la diminution. Il n'y a pas que ça, vous avez raison. Il y a le paquet neutre, entre autres. Vous avez également la législation qui a aussi évolué. Dernièrement, il y a une loi le 1er juillet 2025 qui a étendu justement les lieux où on ne peut plus fumer n'importe où pour prévenir justement la population, notamment la plus jeune, donc pas devant les écoles. Plus on met des bâtons dans les roues aux fumeurs, plus en gros on diminue le nombre des fumeurs? Alors c'est pas donner des bâtons dans les roues justement, l'idée ça va être de faire des zones où on pense à notre santé et on fait aussi attention au tabagisme passif. Écoles, voilà. Oui. Donc, et puis c'est aussi comment on accompagne les fumeurs sur ces zones justement où on ne peut pas fumer. C'est aussi leur dire, voilà, c'est aussi un espace pour vous. Il y a des personnes qui souhaitent arrêter de fumer, sentir juste la cigarette, ça peut être compliqué. Donc c'est aussi des espaces pour eux, pas que contre eux en tout cas. Est-ce qu'aujourd'hui fumer c'est devenu ringard? Alors aujourd'hui, grâce à notre travail et justement le Mois sans tabac, là on le porte au niveau des régions. Moi, ma mission elle est prise donc, par notre association, on l'appelait ATACEP. Et notre travail, ça va être justement de dénormaliser cette consommation de tabac. En même temps, quand il y a 18% de la population qui fume, j'allais dire, on n'est plus dans la majorité. Mais justement, et ça c'est vraiment dû à tout ce qui se passe par les actions. On va redonner la normalisation que le tabac, il est nocif. Aujourd'hui, c'est 75 000 morts par an qui sont la première cause de mortalité qui est évitable. Donc, le fait de dire aux gens, voilà, la norme, c'est que le tabac, il est nocif, on va informer le public et on va leur permettre justement de ne pas tendre vers cette addiction en sachant qu'il n'y a pas de bénéfice pour eux. Donc, ce qui va être non ringard aujourd'hui, c'est de prendre soin de soi et justement de limiter le risque de dépendance en ne commençant pas à fumer. Alors, on l'a vu dans le reportage juste avant, être aidé, c'est vraiment augmenter ses chances d'arrêter? Oui, je crois que vous l'avez dit tout à l'heure dans le reportage, c'est 70% de chances d'être accompagné, en tout cas de maintenir son arrêt quand on est accompagné par un professionnel de santé. Donc oui, être accompagné, c'est fondamental. Ça maximise en tout cas les chances d'arrêt, mais il n'y a pas que ça. Les fumeurs sont aussi beaucoup courageux. Il n'y a pas que la volonté, l'accompagnement, ça y participe grandement. Le fait aussi d'avoir des traitements de substitution nicotinique, ça favorise aussi. Et c'est toutes, en tout cas, ces possibilités-là qui vont permettre aux fumeurs de faire cette tentative d'arrêt. Encore une fois, s'il ne réussit pas, c'est pas grave. L'objectif, c'est vraiment de lui permettre d'essayer une rechute. Ça fait partie aussi du processus addicto, où quand la personne elle ne réussit pas, qu'est-ce qui va se passer? Nous, en tout cas, avec les professionnels de santé, on va vraiment orienter décrypter sur cet arrêt, comment
comment la personne elle a réussi pendant 3-4 mois à être abstinente au tabac, quels ont été ses freins, et on va travailler sur ça. Donc il faut vraiment que les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui n'ont pas réussi, se disent c'est pas grave, ce sera peut-être pour la prochaine fois et on va essayer d'autres choses. Quelles sont les motivations les plus récurrentes pour arrêter de fumer? Principalement financier aujourd'hui. Après, il y a plein d'autres motivations qui sont propres. Les personnes elles vont avoir une motivation aussi en fonction de leur moment. Si c'est pas le bon moment pour arrêter de fumer, la motivation elle va être plutôt tournée sur les autres. Mais quand ça va être le bon moment, ça va être plutôt tourné sur sa motivation propre. Et là, ça maximise encore une fois les chances d'arrêt puisqu'on le fait pour soi-même et pas pour les autres. Est-ce qu'il y a un moment où on sait que la dépendance physique s'estompe et on peut se dire ça y est, c'est gagné? Alors grosso modo, il faut monter avec principalement, si possible, l'aide des traitements de substitution nicotinique, à peu près 1 à 2 semaines. Où, en 2 semaines, c'est gagné. Il n'y a plus de dépendance physique. Il n'y a plus de dépendance physique. Après, ça dépend, encore une fois, les personnes, si elles ont une grosse dépendance physique, ça dépend de plein de facteurs. Mais grosso modo, c'est 1 à 2 semaines. Il faut savoir que donc, le mois sans tabac, 30 jours, c'est pas pour rien. C'est que justement, ça maximise, encore une fois, les tentatives d'arrêt et le fait de maintenir son arrêt sur du long terme. Très vite, Aurélien, si suite à l'arrêt, on craque une seule fois, c'est perdu ou Non, mais non. Regardez, la Coupe du Monde, on ne l'a pas eu la première fois. non, mais et c'est ça qu'il faut se dire. C'est vraiment continuer. C'est pas le bon moment. Et puis nous, on est là vraiment pour accompagner les gens et ne lâcher surtout pas. Merci Priscilla Joubert. Et puis je rappelle qu'il existe le 3989, un numéro de téléphone pour obtenir un soutien gratuit et personnalisé avec des tabacologues. Merci beaucoup d'être venu en plateau. Ces images à présent impressionnantes d'un car en feu sur la rocade de Tours, Hélène. Oui, les faits se sont déroulés ce mercredi en début d'après-midi. Les 55 enfants et les 4 adultes présents au sein de ce car n'ont heureusement pas été blessés. Ils ont réussi à sortir à temps alors que le bus s'immobilisait au niveau de la porte de Luynes. 15 sapeurs-pompiers sont venus à bout des flammes. Direction Langeais à présent, où le collège du Champ de la Motte vient de changer de nom. Il s'appellera désormais le collège Marie-Amélie Le Fur, du nom de la triple championne paralympique d'athlétisme. La cérémonie de cette nouvelle dénomination a eu lieu ce mercredi matin, en présence notamment de la sportive vendômoise. Notre journaliste Gabriel Ziar y était également. Regardez. Ça y est, c'est officiel, l'ancien collège du Champ de la Motte porte désormais le nom de Marie-Amélie Le Fur. À cette occasion, la para-athlète loréchérienne et multiple médaillée aux Jeux Olympiques est venue inaugurer en personne l'établissement scolaire. Une fierté pour son directeur qui tenait à ce que ce changement de nom se fasse au profit d'une certaine parité. On était très attachés, c'était la seule chose qu'on imposait si on changeait le nom du collège, à ce que ce soit une femme. Parce que trop peu d'établissements portent le nom d'une femme aujourd'hui dans le département. Elle représente tellement de belles choses qu'on souhaite que nos élèves notamment, mais pas que, puissent incarner ces valeurs et les défendre à leur niveau. Au total, 3 noms avaient été sélectionnés par le jury quelques mois plus tôt. Avant le choix définitif, la para-athlète s'est ainsi retrouvée face à de grandes figures de la cause féminine. Parmi elles se trouvait la duchesse Anne de Bretagne, mais aussi l'avocate Gisèle Halimi. Je ne me suis pas totalement sentie à ma place, faut être honnête, mais voilà, j'ai été particulièrement honorée. C'est aussi la reconnaissance tout simplement de valeurs que j'ai envie de porter au sein de ce collège, auprès des élèves. La question de la place des femmes dans notre société, je pense que c'est un message fort pour ouvrir le champ des possibles à toutes les jeunes filles, et aussi la place du sport. Derrière cette cérémonie très officielle, cette visite était aussi l'occasion pour la para-athlète d'échanger avec les élèves qui n'ont pas caché leur enthousiasme. Je suis hyper fière, je suis super heureuse de l'avoir dans notre collège, de pouvoir la rencontrer parce que c'est une occasion qui arrive super rarement dans une vie. Le collège de Langeais est à présent le 2e établissement scolaire de la région à porter le nom de la para-athlète, mais seulement le 3e dans le département à porter le nom d'une femme. En bref, quelques mots du bilan de la 19e édition de Ferme Expo au Parc des Expositions de Tours qui se tenait le week-end dernier. Le rendez-vous de l'agriculture régionale a encore une fois rencontré son public. 36 000 visiteurs selon les organisateurs, 2 000 élèves de la maternelle au lycée accueillis et plus de 1 200 kilos de denrées alimentaires non consommées reversées à la banque alimentaire.
Hélène, on connaît désormais le jour et l'heure du match qui opposera les footballeurs tourangeaux aux professionnels de l'Estac de Troyes pour le 8e tour de la Coupe de France. Et ce sera le dimanche 30 novembre à 16 h au stade de la Vallée du Cher. 7 mois après sa création, le club de l'Union Foot de Touraine continue son bonhomme de chemin en impressionnant tous ceux qui le suivent. Aujourd'hui, l'UFT regroupe 42 équipes et près de 900 licenciés. Romain Delville s'est intéressé à la formation des jeunes pousses à Ballon-Miré et à Tours, notamment. Ambiance. Ok Léon, excellent. Ouais Joachim, en une. Ok, très bien. Dommage. Sur les terrains du stade de la Haye à Ballon-Miré, la couleur des maillots a changé mais la passion reste intacte. Prêt. Top. Avec la naissance de l'Union Foot de Touraine, on change de dimension. 900 licenciés, 750 joueuses et joueurs. Et rien qu'à l'école de football, 300 enfants répartis entre Ballon-Savonnière, Tours et Jouer-les-Tours. Contrôle bien ton ballon, Naïm. Voilà, super. Continue. Très bien, Esteban. Oui, continue, Naïm, devant toi, devant toi. Voilà, super. Continue, Esteban. Parfait. L'idée pour les équipes de jeunes, c'est de maintenir le sport de proximité. C'est de pouvoir, sur les écoles de foot, avoir les 3 sites où les enfants vont au plus proche de chez eux pour pouvoir facilement, déjà sur un plan pratique, fonctionner. Ce qui permet d'avoir une base assez large avec 110 à 120 enfants par catégorie. Direction les terrains de la Vallée du Cher à Tours. Peu de choses ont changé en fait, sauf le nom du club. À Ballan, à Tours ou à Jouer, les éducateurs et les jeunes ont gardé leurs repères et la page TFC est tournée. Comparé aux autres années, les lieux ne changent pas, les personnes qui intervenaient à Ballan non plus ne changent pas, celles qui étaient à Jouer-les-Tours non plus. Donc voilà, alors après c'est vrai qu'on s'appelle UFT. Voilà, alors il y a eu les 2 premières semaines, on avait encore tendance à dire Tours FC. Bon, ça y est, c'est fini quoi. Pour les plus grands, c'est-à-dire à partir des U12, le fonctionnement est à la fois identique et différent. Pour les jeunes footballeurs qui souhaitent rester dans leur structure, pas de problème. Quant à ceux qui veulent et qui peuvent jouer à plus haut niveau, là, le rendez-vous se fait sur les terrains de la Vallée du Cher. On a 2 équipes U12, une ici à la Vallée du Cher et l'autre à Ballon-Miré. Et pareil pour les U13. Mais par contre, tout ce qui est football d'élite, si j'ose dire, on l'a concentré à la Vallée du Cher pour une question d'organisation, de proximité de transport et ainsi de suite. Voilà, surtout sur les grandes catégories comme l'U18 où les garçons sortent des lycées. Au total, 35 équipes composent l'école de football de l'Union Foot de Touraine, un défi logistique chaque week-end pour les plateaux, où de nombreux jeunes se retrouvent issus d'horizons différents mais unis par le même maillot. Allez, pour finir ce journal, place à notre rubrique On vous répond avec notre invitée ce soir, Isabelle Serrault, coordinatrice du programme SLIM au sein du service Habitat et Logement du département d'Indre-et-Loire. Pour répondre à cette question, comment lutter contre la précarité énergétique? Bonsoir Isabelle et bienvenue sur notre plateau. On vous reçoit puisqu'hier avait lieu la journée contre cette fameuse précarité énergétique. J'aimerais qu'on redéfinisse pour nos amis téléspectateurs, c'est quoi la précarité énergétique? Alors la précarité énergétique, en fait, c'est une situation où une personne va avoir des difficultés à se fournir en énergie, notamment pour le chauffage, soit du fait à des ressources insuffisantes, soit du fait à des problématiques de bâti. On va pouvoir par exemple citer de la moisissure qui va apparaître, de l'humidité, avoir chaud ou froid dans son logement. Les chiffres parlent de même, 36% des ménages déclarent rencontrer des difficultés pour payer leurs factures de gaz ou d'électricité. Il y a une vraie problématique, notamment sur notre territoire, de cette précarité énergétique? Oui, tout à fait. Alors effectivement, au niveau national, c'est plus de 12 millions de personnes qui sont touchées par la précarité énergétique. En Indre-et-Loire, on va plutôt être autour de 20%. Et c'est pourquoi en fait le département du coup a mis en place un service local d'intervention pour la maîtrise de l'énergie, donc le SLIM, pour permettre d'accompagner ces ménages. Alors on en parle, c'est quoi ce programme SLIM? C'est vraiment une solution pour justement agir face à cette précarité énergétique? Oui, alors c'est une des solutions possibles pour accompagner ces ménages. Donc le SLIM, c'est un dispositif national qui est porté par Claire Solutions, donc une filiale du réseau Rappel. Cette filiale en fait nous fournit au département et aux collectivités, de manière générale, une méthodologie clé en main. C'est un dispositif pour repérer, orienter et accompagner les ménages pour tout type de parc. Ça va être des locataires, du parc privé, de logements sociaux ou des propriétaires aux revenus très modestes. Alors par exemple, pour une personne seule, on va être sur un revenu à 17 173 et pour un ménage de 4 personnes à 35 285 €.
Alors, c'est quoi les différentes étapes justement de ce programme Slim? Comment vous le mettez en place sur le territoire pour ces personnes qui sont concernées? Alors, sur le territoire, dans un premier temps, on va s'appuyer sur nos partenaires locaux. Donc, ça va être notamment les travailleurs sociaux du département, des maisons départementales des solidarités. Ça va être les associations locales, les CCAS, qui vont pouvoir nous orienter les ménages. Ou sinon, les ménages peuvent nous contacter en direct via un numéro de téléphone ou un mail. Ensuite, on propose une visite à domicile donc, par les conseillères en économie sociale et familiale du département, ainsi que les conseillers France Rénov' de Tours Métropole, d'Artémis pour Tours Métropole, et de la DIL pour le reste du département. Et donc la visite, elle va s'organiser. On va essayer de repérer les dysfonctionnements dans le logement, que ce soit les équipements électroménagers ou bien le bâti. Et d'orienter vers les aides qui sont possibles justement pour faire face à cette précarité énergétique. Tout à fait. Et donc ensuite, les orientations, ça va être par exemple l'orientation vers la valorisation du chèque énergie, qui la campagne s'est ouverte au mois de novembre. On va pouvoir aussi orienter vers les opérateurs sur les territoires pour accompagner à la rénovation énergétique, et notamment des aides MaPrimeRénov'. Et puis on va pouvoir aussi apporter des conseils en matière d'éco-gestes sur les consommations d'eau, d'énergie. Et puis, dans le cadre de ces visites, on va pouvoir aussi fournir du petit équipement gratuitement aux ménages. Donc ça va être un rideau thermique, un joint de porte, des ampoules, etc. Si on nous regarde ce soir et qu'on se pose la question de savoir si son logement est en précarité énergétique, si on a des revenus plutôt modestes, on peut se rapprocher directement justement du département? Oui, tout à fait. On peut contacter le service directement au numéro de téléphone qui s'affiche. Et puis, je recevrai la demande et je réorienterai vers les chargés de visite sur les territoires. 02 47 31 47 52, il y a une adresse mail et puis tout le programme-slim.fr pour toutes les informations. Merci beaucoup Isabelle Serrault d'être venue sur notre plateau ce soir pour parler de cette précarité énergétique. Merci infiniment. Hélène, merci, c'est la fin de ce journal. Tout à fait. On se donne rendez-vous demain. Peut-être. Peut-être. À demain, 17h50, oui, pour un nouveau numéro de Val de Loire en direct. Très bonne soirée.